Oui, oui, un peu. Nous revenons sur ce plateau pour la suite de cette émission. Un dernier mot sur le Burkina avant d'aller sur le Mali. Valentin Mayaba. Oui, en fait, nous l'avons dit, hein, nous sommes tous unanimes ici que le projet est bien pensé et constater également qu'il y a de l'engouement autour du projet. Aujourd'hui, les résultats, c'est vrai, c'était qu'une prévision. Les gens se disaient, il faut atteindre tel seuil. Alors, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre le seuil, hein, qui a été fixé? Mais il me dit que s'il n'y avait pas d'engouement et s'il n'y avait pas la confiance placée aux nouvelles autorités par rapport à leur volonté justement d'aller vers les résultats auxquels le peuple burkinabé a attendu, on n'aurait pas assisté à cette mobilisation-là, à la mobilisation de ces fonds. Et ce qui est aussi important, la parole qui a été lancée par les nouvelles autorités burkinabées a donné plus d'émulation à la population en termes de la gestion, en termes de mobilisation, en termes de volonté. Parce que quand vous prenez un chef de l'État qui dit non, je ne viens pas pour ceci, c'est vrai que dans les fonds, les gens ont commenté en disant non, comment quelqu'un... Déjà, ça donne, comment l'appelle-t-on, ça impulse une dynamique, ça donne un peu de joie ou de volonté, ou peut-être cette question de penser que non, effectivement, il y a un enjeu qui attend et qui est un peu important, et qu'il faut accompagner. Et quand le chef de l'État dit non, je vais me contenter de mon salaire de capitaine, laisser affaire de président avec des privilèges et tout, c'est vrai, les gens diront que c'est des paroles, mais ces paroles auront des impacts. Les gens ont constaté que en ce qu'il a dit, il y a déjà une volonté à lui de dire non, plus jamais la corruption ne pas venir pour soi, mais venir pour le peuple. Donc le peuple adhère à cette politique-là. Et donc, contrairement à ce que mon ami Achraf disait, qu'il fallait amener des méthodes coercitives par rapport aux entreprises privées, enfin, au secteur privé, je me dis non, on ne va pas vouloir apporter une réponse à une situation et en créer d'autres. Parce que la méthode telle que présentée, parler du volontaire, des volontaires ou de façon volontaire, il faut cotiser. Je crois que dans les sensibilisations, dans les actes qui sont posés, ça peut amener les uns et les autres à comprendre que, mais, puisque nous parlons des sociétés ou du secteur privé, le secteur privé a subi un coup dur également. Hein. Quand on parlait d'une entreprise qui est consciente qu'aujourd'hui, sans sécurité, nous ne pourrons pas faire la production, la productivité. Et donc, je pense que il faut quand même analyser. Ça, c'est le projet, à mon avis, a été analysé et bien pensé, parce que il faut pas créer des écarts, il faut pas créer des frustrations parce que quand on dit secteur privé, voilà ce qui doit vous revenir d'emblée, parce que quand ils avaient parlé de méthodes coercitives, c'est-à-dire que automatiquement on doit prélever certains nombres de taxes, et ils ont constaté que ça peut créer d'autres problèmes dans le pays. Et donc il faut appeler les gens dans la sensibilisation à ce qu'ils comprennent l'enjeu qui est déjà un enjeu important, et amener des uns et des autres à comprendre qu'il est très important d'aller vers cette dynamique-là et impulser quand même à attendre des résultats. Les résultats sont au rendez-vous, à mon avis. Nous parlons de combien 7 milliards sur les 13 milliards qui devaient être attendus pendant le premier trimestre. Aujourd'hui, je me dis déjà que c'est un résultat, parce que avec les résultats qui sont déjà programmés au premier trimestre déjà, ça montre qu'au fur et à mesure, quand on donne de la clarté dans ce qui est fait, ça permet au peuple de donner confiance et encore faire mieux. Donc c'est une autre politique qui est développée dans ce sens-là, et nous encourageons vivement que les uns et les autres puissent adhérer à cette politique-là pour que nous ayons des résultats. Oui, Achraf, une minute. Oui, je comprends très bien l'analyse de M. Mayaba, mais je dis tout simplement, eu égard des circonstances exceptionnelles aujourd'hui, il faut prendre des mesures drastiques. Il faut prendre des mesures drastiques, parce que pourquoi pas, moi je propose même d'élargir l'assiette même fiscale, parce que sur la base même des contributions volontaires, oui, aujourd'hui l'objectif c'était 13 milliards, on a aujourd'hui 8 milliards, donc ce qui veut dire que à peu près la moitié de ce qu'ils espéraient avoir. Il reste encore un mois devant. Hein. Oui, effectivement, il reste quand même un mois devant, mais est-ce qu'ils sont sûrs d'atteindre les objectifs? Pour moi, c'est extrêmement difficile de me prononcer dessus, mais je dis tout simplement que, eu égard des circonstances exceptionnelles, il faut prendre des mesures drastiques, c'est-à-dire il faut élargir l'assiette fiscale selon moi, il faut partir même sur la base même des contributions obligatoires.
Il faut partir sur la base des contributions parce que s'il faut laisser à l'appréciation souveraine de chaque citoyen pour dire si je dois contribuer à l'effort de guerre ou pas, c'est sûr, pour moi, c'est contre-productif. C'est contre-productif pour moi, oui. Ceux qui, je veux parler des hauts fonctionnaires, ceux qui sont au gouvernement, peuvent renoncer à un certain nombre de privilèges, parce que symboliquement, cela a un impact sur l'imaginaire des Burkinabés. Mais je dis tout simplement, si on veut atteindre les objectifs, il faut prendre des mesures drastiques, même si vous trouvez que c'est une politique qui peut créer aussi d'autres problèmes à l'avenir. Merci beaucoup, Achraf. On va aller au deuxième sujet, direction le Mali. L'ex-rébellion Touareg qualifie de provocation le survol de Kidal par les forces armées maliennes. Hier, mercredi, à la veille du 11e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad, un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal, ce qui n'est pas vraiment du goût des ex-rebelles qui crient à la provocation. Votre réaction sur cette Excusez-moi, votre réaction sur le sujet. Je commence par vous, Valentin Mayaba. Non, c'est un peu... Moi, quand j'ai lu... j'ai appris cela, moi, j'ai tiqué un peu. J'ai tiqué un peu parce que nous savons que l'Azawad, aujourd'hui, c'est un peuple qui, depuis longtemps, avait réclamé le nord du Mali pour avoir une indépendance par rapport à un nombre d'événements parce que ils se disaient qu'ils sont lésés. Il y avait même des indépendantistes qui avaient, il y avait des, comment on appelle, des violences qui a amené l'État malien à signer un accord, l'accord d'Alger en 2015, qui a amené une accalmie. Aujourd'hui, eux-mêmes, de façon unilatérale, ont proclamé le nord du Mali comme un État indépendant. Bon, ils se disent qu'aujourd'hui, alors que l'agenda des autorités maliennes aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'autonomie, c'est-à-dire que c'est comment on appelle-t-on? C'est l'indépendance totale du Mali. Il n'y a pas deux États dans un Mali. Donc si les Azawad... Mais dans l'esprit de l'accord d'Alger signé en 2015, oui. Ils avaient le contrôle de l'Azawad et ceci leur permet de combattre avec l'État malien les terroristes. Oui, je suis d'accord avec cet aspect de la chose. Mais est-ce que c'est pour dire que cet État, l'Azawad avait programmé le nord du Mali comme un État indépendant? Non, à ce que je sache. Non, c'était pas un État indépendant. C'était pas un État indépendant donc, dans l'esprit de l'accord. Oui, l'esprit de l'accord le dit. Donc l'accord, quand même, quoi qu'on le dise, n'a pas stipulé clairement qu'ils sont des États indépendants. Ils sont un État indépendant. Mais seulement, ils ont le contrôle pour combattre aux côtés des forces loyalistes pour combattre les terroristes. Aujourd'hui, cela ne voudrait pas dire forcément que quand les FAMA vont vouloir avoir le contrôle de tous les territoires maliens, on va supposer que c'est une violation. Bon, à mon avis, c'est une opinion personnelle. Bon, qu'adviendrait-il si un matin les nouvelles autorités maliennes décident un matin que l'accord d'Alger, c'est vrai, tel que formulé aujourd'hui, ne répond pas aux critères définis avec la situation actuelle, il faut revoir l'accord. Et donc, s'il faut revoir l'accord, est-ce qu'il faut encore redéfinir un autre accord? Souvenez-vous que récemment, même au niveau de, comment l'appelle-t-on, avec l'opposition malienne n'était pas d'accord par rapport au problème que posait les nouvelles autorités maliennes par rapport aux élections, parce qu'ils estiment que le référendum, il faut amener le référendum pour avoir le quitus du peuple burkinabé, enfin malien, sur les échéances électorales. Il va falloir d'abord que ça respecte l'esprit de l'accord d'Alger. Et donc, ils constatent aux autorités maliennes, il y a une violation flagrante et donc ils ne sont pas d'accord. Donc, si on pense que l'accord peut prendre un accord, quand on signe un accord, c'est vrai que c'est dans le temps et c'est par rapport à certaines circonstances qu'on le signe. Mais il peut arriver à un moment que les circonstances qui prévalent actuellement ne peuvent pas permettre aux nouvelles autorités de respecter coûte que coûte ou bien les clauses ou les termes de cet accord-là. Et donc, je ne sais pas, est-ce que les nouvelles autorités maliennes devaient retourner vers les Azawad pour discuter, les Touaregs pour discuter avec eux et pour voir comment est-ce qu'il faut le faire. Mais je trouve
trouve que c'est trop demandé. Et si cela continue dans ce sens, on risque d'accoucher aussi encore d'autres problèmes qui vont permettre aux djihadistes ou aux terroristes encore d'avancer, de progresser ou de prendre le contrôle du Mali. Donc, il faut quand même avoir raison garder dans ce sens-là et dire forcément que le peuple malien seul est la souveraineté importante. Il faut que tout le monde comprenne qu'il lutte pour une même cause et qu'un État dans un État ne peut pas permettre. On en a vu au Cameroun où quand les indépendantistes disaient ils réclamaient leur indépendance, ça venait de partout. Et puis les forces exogènes vont aussi profiter de cette situation et intégrer et faire du mal à qui que ce soit. Ashraf, le survol de Kidal, une provocation ou pas? Vous m'excuserez vraiment de préconiser des solutions extrêmes cette soirée, hein, parce que moi, ça m'irrite vraiment l'esprit de voir une telle déclaration d'un groupe rebelle qui estime que le survol un groupe rebelle reconnu comme tel et avec qui on a passé des accords, parce qu'à la base, on avait échoué quand on a voulu faire la guerre avec ce groupe rebelle. Oui, un groupe rebelle avec qui on a trouvé des accords, mais il ne faut pas trahir également l'esprit des accords. Je crois que M. Mayaba l'a démontré brillamment. Il faut revenir même aux fondamentaux. Je suis juriste de formation en droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les éléments constitutifs d'un État? Il y a ce qu'on appelle des éléments naturels et des éléments juridiques. L'élément naturel, c'est quoi? C'est la démographie, c'est-à-dire la population. Vous avez le territoire. L'élément juridique, c'est le pouvoir, c'est-à-dire une institution organisée. Aujourd'hui, vous avez un groupe rebelle qui veut constituer un État dans un État, c'est-à-dire qui estime que Kidal est un État indépendant. Voilà. Même s'ils n'osent pas le dire haut et fort. Ils n'osent pas le dire haut et fort. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont une population, un territoire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un gouvernement reconnu par la communauté internationale? C'est ce qui leur manque. Effectivement. C'est ce qui leur manque. Et donc, actuellement, ils sont en train de travailler sur cet aspect des choses. Donc, moi, je dis tout simplement que c'est un territoire qui est sous tutelle ou c'est sous l'administration de l'administration générale. Je vais parler de Bamako. Et Bamako doit faire extrêmement attention. Moi, je crois fermement aux vertus de la puissance publique. Je crois que la puissance publique doit se déployer pour prendre ce territoire-là et faire comprendre à ces groupes rebelles qu'ils ne doivent pas adopter la posture qu'ils ont actuellement. Et n'est-ce pas une violation de l'accord qu'on avait signé quelques années plus tôt? Non, c'est plutôt les groupes rebelles qui violent l'accord. Parce que même dans l'accord, Kidal n'est pas un État indépendant. Kidal ne bénéficie même pas d'un statut particulier. Parce qu'on peut tendre vers là. Aujourd'hui, vous avez des États où il y a eu des mouvements indépendants. Je peux parler par exemple de la France, où la Corse a un statut particulier. Prenez par exemple le cas de l'Espagne qui est un État régional. Catalogne a un État particulier. Il y a un statut autant particulier. En 2018, lorsqu'au Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest ont commencé à réclamer leur indépendance, le gouvernement Biya était obligé d'entamer des négociations et d'attribuer, même constitutionnellement, un statut particulier au nord-ouest et au nord-est. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même dans la constitution malienne, le Kidal ne bénéficie pas d'un statut particulier. C'est un territoire comme tout autre. Maintenant, je crois que les revendications, elles peuvent être légitimes. Il appartient au gouvernement central d'apporter des réponses fiables. Mais les réponses fiables ne doivent pas prendre en compte toutes les aspirations. Je peux prendre le cas, par exemple, du Sahara occidental qui fait l'objet de les polémiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour vous dire tout simplement que on assiste aujourd'hui à une revendication des territoires ou des peuples qui estiment qu'ils ont besoin d'indépendance, qu'ils veulent. Mais si on s'inscrit dans cette logique-là, mais je crois que tous les États risquent de se désintégrer. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a eu des revendications, pas mal de revendications à l'extrême nord du pays, où on a estimé que c'était d'Apaon, la région des savanes était la région très, très, très en retard. Mais je crois que la communauté de la région des savanes n'ont pas réclamé l'indépendance. Je vais tout simplement dire que c'est que vous pouvez avoir des revendications à porter, mais ces revendications-là ne doivent pas constituer un prétexte pour demander l'indépendance. Et donc, je crois que si il continue d'adopter cette posture-là, appartient au gouvernement de Bamako de ne pas faire vraiment preuve de faiblesse, mais déployer toutes les procédés de la puissance publique pour établir l'ordre.
Et si ces déploiements échouent une fois encore, que deviendra l'Azawad? Je m'en vais vous poser d'abord la question, votre lecture de cette situation, les ex-rebelles qui crient à la provocation après le survol de Kidal par l'armée malienne. Non, mais j'ai envie tout simplement de dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui les conditions dans lesquelles cet accord même a été signé, c'est un accord qui a été signé avec un couteau sous la gorge. Les gens étaient obligés à un moment donné d'aller à cet accord-là pour ramener la paix, pour l'amnistie en fait. C'est-à-dire que pour le cessez-le-feu, ils étaient obligés de signer cet accord. Parce qu'ils n'avaient pas gagné la guerre. Oui, parce qu'ils n'avaient pas gagné la guerre. Je suis même tenté de dire que les accords n'engagent que les signataires. Pour vous dire qu'aujourd'hui, cet accord en réalité, il est caduque. Je le déclame caduque parce que le débat était également au menu quand il s'agissait de la rédaction de la Constitution, de la nouvelle Constitution. Il y a un groupe, il y a un parti... Il y a un groupe d'opposants qui a voulu que cet accord d'Alger-là soit remis totalement. C'est quand vous voyez tout ça aujourd'hui, je crois que c'est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule parce que du moment où, quelqu'un l'a dit, du moment où Kidal, c'est une ville du Mali. Et donc, je ne vois pas pourquoi on parlera de provocation quand l'armée malienne ou bien les avions militaires survolent en fait Kidal, qui est une ville de Mali. Il n'y a pas de provocation. C'est plutôt le droit, le souverain le plus Qu'est-ce qui serait la provocation selon vous? La provocation, ou bien il n'y aurait jamais même de provocation? La provocation, ça vient plutôt des rebelles qui voulaient justement que Kidal devienne un État dans un État. Et pendant longtemps, c'est ce qu'ils ont voulu parce qu'ils ont tout fait pour occuper le nord. C'est toute l'Azawad. Oui, pour que le nord du Mali ne soit pas accessible aux autorités de Bamako. Et donc, je crois que c'est pour cela que le gouvernement de transition, il est là. Il veut travailler pour l'unicité, pour une cohésion nationale, pour qu'il n'y ait qu'un seul Mali. Il ne peut pas avoir un État dans un État. Et ça, on ne le dira jamais assez. Donc, c'est pour ça que je dis que la provocation, ça vient plutôt des ex-rebelles. Et donc, aujourd'hui, on doit tout faire pour les sommer. On doit tout faire pour les arrêter dans leur pagaille. C'est ce que je suis tenté de dire. Parce que... si le problème là n'est pas résolu, ça veut dire que les 2 coups d'État militaires n'ont rien servi au peuple malien. C'est aussi ça, le gros problème du Mali, c'est aussi ça, c'est-à-dire que l'inaccessibilité du nord Mali aux autorités de Bamako. Donc si on n'arrive pas à avoir une cohésion nationale, si on n'arrive pas à avoir un seul Mali aujourd'hui, et que le gouvernement de transition part, donc ça veut dire que le problème reste intact. Les choses ne doivent pas rester à l'État. Vous pensez que le privilège qu'auraient apporté les 2 coups d'État, c'est de pouvoir reconquérir le Nord Mali, faire disparaître... Ça fait partie des priorités. C'est-à-dire que ça fait partie des priorités aujourd'hui. Aider le Mali à retrouver l'intégrité territoriale et combattre justement, mettre fin aux attaques djihadistes dans le pays. Donc, ça fait partie, c'est l'une des missions principales aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut la sérénité, il faut la sécurité, il faut mettre fin aux attaques djihadistes dans le pays. Donc, on ne peut pas le faire sans que le pays n'est pas uni, le pays n'est pas uniforme. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un seul bateau. Donc, c'est pourquoi on doit essayer de tout faire pour faire taire ces groupes rebelles-là qui prennent le nom en otage. Aujourd'hui, tout faire pour faire taire les groupes rebelles, n'est-ce pas peut-être revenir à l'assaut après avoir peut-être joué les compréhensives, les gens qui ont passé un accord pour que règne la paix, mais pour aller se préparer militairement, revenir combattre les mêmes personnes? Non, mais je l'ai dit que l'accord même a été signé parce qu'il fallait le signer. Parce que c'est vrai que vous avez perdu la guerre, mais vous voulez justement, vous pensez à votre peuple, il faut justement aller à cet accord-là. Et ils l'ont signé. Donc c'était une farce? C'était une farce faite aux rebelles? Je suis tenté de te répondre par l'affirmative. Non, mais oui, je vais tenter vraiment de leur répondre par l'affirmative. Moi, je dis aucune corpuscule dans un État ne saurait chanter vraiment le gouvernement central. Je trouve ça totalement inacceptable parce que survoler le territoire à basse altitude, oui, non, à basse avec altitude, des avions militaires. Oui, c'est une prérogative souveraine de l'État, je suis désolé. Parce que parmi les attributs de la souveraineté, quand on parle même du territoire, il y a le territoire. Il y a le terrestre, il y a également l'espace aérien.
qui fait partie également du territoire. C'est comme on parle du plateau continental, c'est-à-dire que le territoire ne s'arrête pas seulement sur la plage, le territoire togolais ne s'arrête pas, mais il y a également un prolongement au niveau de la mer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi, ils ont le droit, c'est le droit absolu du gouvernement malien de survoler les territoires de Kidal. Donc nous ne serons pas... C'est-à-dire le statu quo risque vraiment de perdurer si le gouvernement malien ne prend pas sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ils extériorisent tous les signes de faiblesse. C'est pour cette raison que le Lazawad continue de faire régner la loi au niveau de Kidal. Maintenant, moi, ce que j'attends de ce groupe rebelle, c'est de faire des propositions concrètes. Ils peuvent dire tout simplement, on assiste à quoi? À une désuétude de la forme organisation administrative actuelle qui est l'État unitaire décentralisé. Voilà. Nous voulons aujourd'hui qu'on intègre dans la Constitution, qu'on change la forme de l'État, qu'on revienne à une forme de construction fédérale. Ou bien, on part sur la base de l'État régional, où Kidal aura beaucoup plus d'autonomie. Mais ce ne sera pas une spécificité de Kidal, mais les autres également territoires, où les maires auront beaucoup plus d'autonomie. La fois dernière, on a exploré ce problème où l'article 6, même de l'accord, même causait un problème par rapport aux régions. Parce que vous avez les groupes rebelles qui veulent parler de gouverneur, alors que le gouvernement parle du président du conseil exécutif régional. Vous voyez le désaccord. Donc la sémantique aujourd'hui est très importante. Donc, je crois qu'il doit faire des propositions concrètes. S'ils ne sont pas d'accord avec la forme d'organisation administrative aujourd'hui, il fera des propositions concrètes. On sait très bien que le Mali, c'est un territoire extrêmement vaste. On peut partir sur la base de construction fédérale où les régions où les communes auront beaucoup plus d'autonomie pour donner beaucoup plus de satisfaction aux administrés au lieu d'être dans une sorte de défiance perpétuelle vis-à-vis du gouvernement central. Je trouve cette posture-là inacceptable. Je rappelle qu'aujourd'hui, 6 avril 2023, marque le 11e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. C'était le 6 avril 2012. Et ceci a conduit à l'accord de paix d'Alger signé en 2015. Avec la situation actuelle, la nouvelle configuration, est-on prêt d'aller à une nouvelle guerre entre les ex-rebelles et les forces loyales maliennes, à voir la réaction des ex-rebelles après le survol de ce territoire, Mayaba? Oui, il faut nuancer. Nous sommes aujourd'hui au 6 avril, mais cette indépendance a été programmée unilatéralement. Oui, unilatéralement, voilà, bien sûr. Il faut primer, c'est très important. Ça a été proclamé par les ex-rebelles. Justement, pas les ex-rebelles. Donc, ça veut dire que c'est eux seuls qui savent, qui ont tous qui maîtrisent un peu les contours. Donc, ici, ce que nous voyons, moi, ce qui m'inquiète, c'est le calme qu'a observé l'État malien, en fait, les autorités maliennes aujourd'hui par rapport à cette déclaration. Parce que depuis là, on a constaté que les FAMA ou le président, enfin, les nouvelles autorités actuellement n'ont pas réagi par rapport à cette déclaration des groupes rebelles. Ils adoptent une aptitude qui ne leur permet plus de trop se prononcer sur cette affaire parce que c'est une question sensible. C'est justement pourquoi je demandais s'il y a provocation ou pas. Non, en fait, provocation entre guillemets dont nous parlions pour le moment, est-ce que c'est selon les groupes rebelles, c'est une provocation. Mais l'État aussi aujourd'hui n'a pas visiblement donné son avis par rapport à ce survol. Alors, ça laisse aussi un suspense parce que il faut lever l'équivoque dans ce sens-là parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un vous jette une pierre et que vous ne réagissez pas, il pense être un maître absolu. La réaction ne pourrait pas déclencher la guerre. Non, il y a plusieurs manières de réagir. Il y a plusieurs manières de réagir. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, comme nous disons, si nous avons une situation au pays ici que nous nous prononçons là-dessus et celui qui est censé se prononcer pour donner la clarté de la chose ne dit rien, on dit qu'il ne dit rien consent. En fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il faut adopter une posture de donner une réponse, quelle que soit la nature de la réponse, d'une manière beaucoup plus souple pour éclairer la lanterne par rapport à cette situation. Mais je me dis que c'est des provocations inutiles par rapport aux ex-rebelles aujourd'hui qui pensent qu'avec ces déclarations, ils vont gagner.
l'indépendance du Mali, et, enfin pas du Mali, c'est-à-dire que de Kidal et puis du nord du Mali. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que la souveraineté du Mali doit être orientée dans ce sens-là, parce que quand il se base sur l'accord d'Alger, moi je me dis cet accord, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, je pense que c'est un accord qui est venu répondre à une situation, enfin apporter une solution à une situation qui prévalait à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'on avait donné un temps, une durée à cet accord? Jusqu'à quand ça prendra fin? Est-ce que c'est un accord selon vous aujourd'hui? Bon, je tenterai de le dire parce que avec les circonstances actuelles qui sont sur le terrain, il serait un peu difficile de prendre tous les termes qui résident dans cet accord pour en faire quelque chose de pathétique. Donc, moi, j'estime que les gens vont se surfer sur cet accord et créer d'autres solutions, d'autres problèmes qui, malheureusement, ne vont pas arranger le Mali dans son ensemble. Maintenant, qui vous dit aujourd'hui, de vous à moi, qui vous dit que cette déclaration faite par les ex-rebelles ont pour souci de donner une injonction au Mali pour pouvoir accéder à une indépendance au nord du Mali? Point d'interrogation. Voilà. Mais c'est une forme poliée, c'est une forme poliée, mais c'est pourquoi je demanderais que l'État malien puisse quand même se prononcer là-dessus et donner des pistes d'orientation, éclairer la lanterne. Ce n'est pas de la réponse du berger à la bergère. Non, situer ces ex-rebelles-là pour leur dire que dans un moment donné, il y a ceci qui doit se faire, mais dans le respect justement des principes de droit de l'État, quoi. Merci beaucoup. Une dernière question, Louis Kamako, vous allez me répondre en 1 minute. Est-ce qu'à l'étape actuelle, on ne risque pas d'aller à une nouvelle guerre entre l'armée malienne et les ex-rebelles? Je réponds du coup non. Non, parce que je ne trouve pas qu'aujourd'hui, les rebelles ont encore le coffre pour déclarer la guerre à qui que ce soit. Parce que de 2015 à 2023, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et on connaît à peu près en fait les fournisseurs ou bien ceux qui soutiennent ces groupes armés-là. Aujourd'hui, on sait à peu près qu'avec l'arrivée de nouveaux partenaires, que le Mali est dans une logique en fait, c'est-à-dire qu'on a rompu avec les troupes françaises. Aujourd'hui, on est avec le groupe Wagner. Donc, on sait à peu près le mobile, en fait, l'appui insoutenable, en fait, des ex-rebelles. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils sont encore dans la posture, ils ont encore le coffre pour aller déclarer la guerre, que ce soit. Et on connaît bien ces groupes rebelles-là. Ils sont souvent dans la réaction, ils ne sont pas dans l'action. C'est-à-dire que le fait pour eux de réagir prouve déjà qu'ils ne sont plus prêts à aller en guerre. On serait dans le passé, ils auraient déclaré immédiatement la guerre. Ils ont fait des tirs de sommation. Oui, bien, voilà, ils auraient fait des tirs de sommation. Ils ont fait des tirs de sommation. Ils ont fait des tirs de sommation. Ça, c'est pour avertir, mais je pense que ça va s'arrêter là. Ils n'iront pas loin. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission.